Bon, maintenant, on va aborder un petit peu, on va dire, entre guillemets, la deuxième partie de ta carrière. Parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il y a eu vraiment un moment charnière dans ta carrière, c'est donc ton départ en Allemagne. Mhm. Donc, tu peux nous dire déjà en quelle année c'était? C'était en 2001 en fait, Après le championnat du monde ouais, après le d'Osaka. championnat du monde d'Osaka, donc en septembre 2001. Voilà, donc à cette époque, si je ne me trompe pas, tu es 14 mondial. Ouais, Ou... 20 puisque je viens de ouais, perdre mon voilà, terreau mais qui est tu as été 14 mondial au moment où tu t'es décidé de partir en Allemagne. Mhm. Et déjà, avant de parler de l'Allemagne, quand tu es 14 mondial, tu es au top de ta carrière, Mhm. euh, tu te vois aller où? Alors, il y a une première partie, c'est 97. C'est là que je joue le mieux de ma carrière. Je crois, là, à cette époque, je suis pas 17, je suis 19 mondial, 17 mondial, je suis pas 14. 17 mondial, et c'est là que je joue le mieux. Je me blesse à l'épaule. Je reviens. En 99, je fais finale au top 12 européen. Donc c'est le premier top 12 que je joue. Je fais finale, je perds sur Samsonov. Je monte 14 mondial. Et là, le club d'Oxenhausen me contacte et me dit voilà, on veut que tu viennes jouer chez nous en 2001. Je dis non, je suis très bien le Valois, machin. L'année d'après, rebelote. J'ai une période où je joue moins bien. Et puis je fais finale en Angleterre. Je bats Mawange, Schlager, Side. Damien aussi au deuxième tour et je perds sur Wang Liking en finale. Et là, les mecs d'Oxenhausen sont là dans la salle et ils me disent putain, tu reviens bien, machin, on a vraiment envie que tu viennes jouer chez nous. Moi je dis non, non, moi j'ai qu'une envie, j'ai envie d'aller tenter l'aventure en Allemagne, mais dans le club de Boll, voilà, parce que j'ai envie d'être aux côtés de Boll pour apprendre à Gönnen avec Helmut Hampel, l'entraîneur, avec qui j'avais déjà été faire un stage là-bas, je m'entends bien et tout. Et en fait, le président du club me dit non, non, mais nous on veut que tu viennes. Je dis non, mais c'est pas la peine. Il me dit écoute, t'es où? T'es à Nice là? J'étais en vacances. Voilà. Il dit, écoute, je prends l'avion ce soir de Stuttgart, je viens de voir. Machin. Je dis mais c'est pas la peine, je veux pas venir. Il me fait si, laisse-moi prendre l'avion, on va discuter quand même. Le mec, le président prend l'avion, descend de l'avion, il arrive, on boit un coup, il me dit bon, combien tu veux? Je dis mais non, mais c'est pas une question d'argent, je sais pas combien tu veux, j'en gagne assez. Voilà, il me dit non, non, il y a toujours une question d'argent, combien tu veux? Et donc je lui dis mais je sais pas, et il me dit ben si ça t'offre la mienne. hein non, non, il me dit voilà 200 000 marques, 200 000 marques ça fait 100 000 euros. Et donc je me dis putain, c'était quasiment le double de ce qu'on me proposait ailleurs. Et donc moi j'étais prêt à partir en Allemagne pour gagner moins d'argent qu'en France, mais là c'était 2 fois ce que j'avais. Je me dis putain, 2 fois ça fait quand même beaucoup beaucoup d'argent, enfin je veux dire ça fait réfléchir. Et donc je prends malgré tout la décision d'aller là-bas, et aujourd'hui je le regrette parce que alors parce que ça s'est mal passé, je peux le dire, mais je regrette parce que je pense que malgré tout trop tôt j'ai fait le choix de l'argent, et pourtant j'étais 14 mondial et j'avais donc on est en 2001, j'avais 28 ans, mais je pense que c'était trop tôt. J'aurais dû mon rêve c'était d'être un mondial, je pense que j'avais plus de chances de l'être en allant à Gönnen, voilà, et je pense que cet argent je l'aurais récupéré bien peut-être voilà, beaucoup plus si j'avais été dans les tout meilleurs après. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bon, bah, maintenant il y a Simon Gauzy qui y est, et ça a l'air de bien se passer. Mais à l'époque, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait là-bas, l'entraînement? À l'époque, j'arrive en entraînement, c'était un entraîneur croate, l'entraîneur de Primorac, Zlatko Novakovic. Je joue avec Krianga, qui est pas tout le temps là, qui rentre en Grèce mais qui est là de temps en temps. Il y a Chuan qui est là en entraînement mais qui joue pas au club. Il y a Smirnov qui joue au club, Krizan, Fangze. Il y a Chioti qui est là mais qui joue pas au club, Zvikel qui est là mais qui joue pas au club. Donc on a un super groupe d'entraînement, on est 8. Sauf que le matin, c'est pas du tout une salle spécifique, c'est une salle dans une école qu'on a de 10h à midi. L'après-midi, c'est à 5h jusqu'à 7h et puis pas au-delà parce qu'après, il y a la deuxième équipe qui vient. Et moi, j'adorais rester, passer du temps dans la salle et tout. Et là, je peux même pas rester, demander une table pour faire du service. Donc ça me choque un peu. Et finalement, les entraînements sont tellement durs avec la relance qu'il y a, puisque la moins bonne relance que je fais à ce moment-là à Oxenhausen, c'est quasiment une des meilleures que je peux faire à l'INSEP. Donc ça change vraiment, enfin voilà. Et donc c'est un rythme incessant. Et donc je m'aperçois que j'ai oublié tous mes shorts à Paris, machin. Donc je vais voir l'entraîneur, je dis écoute, ce week-end est-ce que je peux rentrer, enfin je rentre à Paris. Il me dit mais quel week-end? Je dis le week-end, enfin lundi, vendredi entraînement, week-end libre, voilà. Il dit week-end libre ça n'existe pas, enfin lundi, vendredi entraînement, samedi, dimanche entraînement. Et donc là, je viens d'arriver dans le nouveau club, donc je me dis, je peux pas lui dire, moi, ce rythme-là, je vais pas pouvoir tenir, tu vois, voilà. Et donc, au moment où je sens que je commence à exploser, je lui dis, j'ai besoin d'un jour de repos ou deux, il me les donne, mais au lieu d'un ou 2 jours, il m'aurait fallu une semaine. Au moment où je lui dis, j'ai besoin d'une semaine pour couper, il m'aurait fallu un mois. Et en fait, j'implose littéralement. Et donc, en fait, c'est assez paradoxal qu'en fait,
as peut-être souffert de surentraînement et t'as un peu... Ouais, c'est ça. En fait, on était habitué à un rythme et puis j'ai souffert aussi du fait de ne pas pouvoir parler avec. Il n'y avait pas de français. Je parlais pas en allemand puisqu'il n'y avait pas un allemand, mais je parlais en anglais. Donc, je sais m'exprimer en anglais, surtout dans le monde du ping. Mais tu peux pas. Les sentiments que tu as au fond de toi, c'est dur à exprimer. Ma femme travaillait encore à Paris. Elle faisait des allers-retours. C'était pas simple non plus. On venait d'avoir notre premier gamin, donc pas facile aussi tout ça. Les règles venaient de changer, donc au niveau de mon jeu, c'était la grosse balle, les 7 à 11 points, les 2 services chacun. Donc tout ça faisait que c'était difficile vraiment. Et puis, en fait, un jour, le président du club vient me voir et me dit Chris, faut qu'on parle. Voilà, t'es bien conscient qu'on n'est pas content de tes résultats par rapport à ce qu'on te paye. Donc il y a deux solutions. Soit on te paye moins. Donc moi je lui dis ça c'est hors de question. J'ai signé un contrat. Si je jouais mieux que ce que tu avais prévu, tu ne m'aurais pas proposé plus d'argent. Soit alors on te prête à un autre club et on paye la différence. Et moi j'ai dit je vais pas faire entre guillemets la pute de luxe pour un autre club. Donc c'est hors de question. Et voilà. Et on laisse passer une semaine et au bout d'une semaine je reviens le voir et je lui dis écoute il y a une troisième solution. Non, d'abord je reviens le voir et je lui dis écoute moi je suis un champion, je vais te montrer que je peux gagner des matchs. Si je vous fais gagner le championnat grâce aux playoffs, si je joue bien qu'aux playoffs, vous serez content et voilà. Et en fait une semaine après il vient me voir et il me dit écoute faut vraiment que tu parles avec l'entraîneur. Je vais parler avec l'entraîneur et là l'entraîneur me dit si tu restes l'année prochaine je te ferai jamais jouer. De toute façon moi t'es la danseuse du président, moi je crois pas du tout à ton système de jeu, donc je te ferai jamais jouer. Donc si tu veux tu peux rester mais tu seras sur le banc toute l'année. Donc là je prends un sacré coup derrière la tête, je me dis c'est fou quoi, enfin l'entraîneur il croit pas du tout à moi, je suis vers mondial machin. Et donc en fait je réfléchis et je me dis putain ouais mais c'est beaucoup d'argent, mais moi j'ai envie de jouer quand même, tu vois, là je suis dans un truc où je me dis c'est beaucoup d'argent mais moi je veux jouer, retrouver du plaisir à jouer. J'ai appelé l'entraîneur le matin en disant je suis blessé, j'ai mal au dos, je veux pas aller jouer, tellement j'en avais ras le bol, j'en pouvais plus. Et je finissais les séances en pleurant alors que j'avais 29 ans, enfin, vraiment c'était hyper dur. Et donc j'ai été voir le président et je lui ai dit écoute il y a aussi une troisième solution, c'est qu'on trouve un deal et que je puisse rentrer jouer en France. Et on a trouvé ce deal là. Et ça s'est passé au bout de combien de temps? Au bout de 8 mois. 8 mois. 8 mois. Ouais, j'avais signé 2 ans et au bout de 8 mois je suis parti. D'accord. Et ensuite, ensuite il n'y a pas eu que ta période allemande, il y a aussi eu une période très difficile sur le Pro Tour. Alors il y a eu une période très difficile sur les Pro Tours pendant un an quand j'étais en Allemagne. Je me souviens d'un Pro Tour en Hollande où je venais toujours avec un sac énorme puisque si tu joues jusqu'à la finale il faut les t-shirts. Et je perdais tout le temps au premier tour et je traversais la salle avec mon sac énorme et j'ai l'impression que tous les regards étaient sur moi en se disant mais il gagne plus un match, qu'est-ce qu'il vient avec un sac énorme, il peut venir avec un sac à dos. Et une sorte de chape de plomb, j'osais plus croiser les gens de Butterfly, mon sponsor, parce qu'ils me payaient comme si j'étais 20 mondial mais j'en remettais plus, enfin vraiment j'étais hyper mal dans les baskets. Et puis il y a eu la période aussi où j'ai re-signé à Levallois pour 3 ans. Et des périodes où j'ai très très bien joué, comme un match sur contre Montpellier où j'ai pas Krianga et je bats Yang Min. Et puis des matchs où je passe complètement à côté, où je suis hyper nerveux, où ça va pas. Et j'ai mis 3 ans à m'en remettre vraiment jusqu'en 2005. Ça a duré longtemps, ouais. Je me souviens que ça a duré longtemps. Et justement, cette période-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment au quotidien, sans parler d'entraînement, sans parler de ping-pong, au quotidien, en tant que personne, comment tu l'as vécu? C'est marrant, j'ai pas trop de souvenirs au quotidien, c'est-à-dire que c'était dur avec tes proches peut-être je sais pas, comment dire, je pense que je me voilais un peu la face, je pense qu'à un moment je me suis dit tu gagnes quand même ta vie, t'es quand même, enfin voilà, t'es jeune, t'as un enfant, ta femme qui t'aime, enfin voilà, donc t'as quand même la belle vie malgré tout. Et c'est souvent ce que me disait Mario Amizi, le coach qui était à Düsseldorf avant et avec qui j'ai de très bons rapports. Et quand je le voyais, et ça m'est arrivé de faire l'aller-retour en Allemagne pour aller parler avec lui, il me disait mais Chris, tu joues pas bien en ce moment, mais enfin ta vie personnelle ça va? Je lui disais oui, il me dit alors tout va, c'est style le ping-pong, c'est pas grave, c'est accessoire, ça va revenir. Et donc de parler avec lui ça me faisait du bien, j'avais le soutien de ma famille, voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie? Enfin, tu as toujours rêvé d'un système comme au tennis, tu as toujours rêvé d'avoir un entraîneur perso, un coach perso. Est-ce que tu peux pas le mettre en place pour essayer de repartir? J'avais parlé avec un psy qui m'avait dit, faut casser tes raquettes, faut brûler tes t-shirts, machin. Je l'ai fait tout ça, mais ça m'apportait rien. Je veux dire, j'arrivais plus à avoir la niaque quand j'allais dans les salles de ping. J'avais l'impression d'avoir envie de m'entraîner. J'arrivais à la salle, au bout d'un exo, j'en pouvais plus. Et donc, je pourrissais les séances des autres, machin. Donc, ouais, ça a été long. Alors, une fois que maintenant, on est 10 ans après, forcément, on se dit finalement c'est passé vite. Mais sur le coup, c'est long, 3 ans. Et puis, en fait, c'est Steph Lebrun qui m'a dit, je pense que
il faut que tu réapprennes à gagner, il faut que tu faut que tu rejoues à un niveau qui est le tien maintenant, c'est-à-dire la Nationale 2, alors que j'étais encore 47 mondial quoi. Et je me disais mais la Nationale 2, et en fait j'ai joué le tour National 2, je l'ai même pas gagné. Mais je me souviens. Et voilà, et donc j'ai réappris à gagner, j'ai réappris à prendre du plaisir à aller dans une salle où les gens sont moins forts et donc ils sont contents de te voir, alors que j'allais dans les salles où tout le monde est fort et ils se disaient tiens c'est lui qui arrête pas de perdre et machin. Et rien que de flatter son ego, de se dire tiens on va peut-être avoir une chance de soulever la coupe à la fin, rien que ça m'a fait du bien, et à la fin de l'année je suis champion de France pour la première fois. Et justement, donc voilà, cette heure-là, donc tu dégringoles beaucoup au classement mondial. Est-ce que comment tu as vécu peut-être l'idée de pas pouvoir atteindre ton rêve, tes objectifs, alors que tu étais en passe entre guillemets d'y arriver, d'intégrer le top 10 mondial. Là tout d'un coup, brusquement, tu reviens en arrière. Qu'est-ce que tu t'es dit sans le discours de Stéphane Lebrun, mais qu'est-ce que tu t'es dit, tu pensais pouvoir encore y arriver? Ou est-ce que tu as paniqué? Tu t'es dit putain, ça y est, c'est fini? Ça s'est fait en deux temps. Au début, tu te dis pas j'ai perdu mon rêve, j'y arriverai pas. Au début, tu te dis juste j'ai envie de jouer correctement à nouveau, parce que je suis 14 mondial, je reviens en France, je suis 47, je descends jusqu'à la 80e place. Mais avec le système de classement mondial qu'on avait, c'était impossible de descendre. Donc quand tu descends de 14 à 80, c'est que tu sais plus jouer. C'est que jouer de 200 mondial, tu sais plus jouer entre guillemets. Et je me souviens, j'avais été jouer un tournoi à Chef Bouton, j'avais un 20 et un 25 dans ma poule, j'avais la trouille. J'avais été me préparer comme un match de championnat du monde, à faire mes étirements, machin, m'échauffer. Je me disais, mais s'il sert comme ça, comment je vais remettre? C'était la panique, vraiment, j'avais l'impression de plus savoir jouer. Et donc, j'étais plus hanté par le fait de retrouver du plaisir et retrouver un niveau de jeu moyen, plutôt que de me dire, c'est après en fait, bizarrement, c'est quand j'ai vu que je revenais à un niveau correct, que j'ai rebattu quelques mecs au niveau international, où là je me suis dit, mais merde, en fait, mon rêve, je l'atteindrai jamais. Et là, ça a été vraiment encore long pour faire le deuil de ça, pour me dire, dans les 20 meilleurs, je reviendrai jamais, ou j'aurai jamais un classement supérieur à 14, et de me dire, en même temps, il y a d'autres belles choses à vivre. T'as jamais été champion de France. Mais ça a quand même été dur. Ah mais ça a été super dur, parce que j'avais vraiment ce rêve-là. Et d'un sens, la première partie, la plus dure, ça a été quand même de redevenir un vrai joueur. Mais la deuxième partie, de se dire putain ça y est, ton rêve, voilà, c'est fini. Comme le mec qui joue ses derniers jeux et qui se dit j'ai jamais eu de médaille olympique, voilà, dans d'autres sports, parce qu'au ping on sait que c'est super dur, mais voilà. Ouais, faire le deuil de ça a été vraiment dur. D'accord. Bon, mais justement, tu en as parlé, donc j'allais y venir. Donc tu as choisi, donc là on est quoi? Quand tu commences à travailler avec Stéphane Lebrun, dans quelle année? 2005. 2005. Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu ta relation à l'époque avec lui, et comment elle évoluait avec le temps? En fait, c'est le mari de ma soeur jumelle, il est coach à Istres, où je me fais virer le Valois, donc je rejoins Istres. Il y a les championnats de France qui jouent à la fin de l'année, donc je suis pas encore à Istres, mais je viens de me faire virer le Valois, donc je demande à Steph s'il peut coacher au championnat de France. Et en fait, donc c'est possible parce que financièrement c'est quelqu'un de ma famille, donc il n'y a pas de problème d'argent entre nous. Je prends un préparateur physique qui s'appelle Franck Sabat, qui est le fils du type qui négociait mon contrat avant, de Marcel Sabat, donc qui était un ami de Jean-Louis Pellingelli. Enfin voilà, ça se fait parce que c'est un petit milieu, et que voilà, ça se serait fait au tennis, j'avais pas les moyens de les payer. Et en fait, c'est juste une relation de confiance. Lui croit en moi, le préparateur physique Franck Sabat croit en moi, et donc je me remets à bosser avec tout cet aspect de nouveauté qui fait que j'ai à nouveau du plaisir à jouer, à m'entraîner physiquement et tout. Et puis pour la première fois je deviens champion de France, alors que je galère au premier tour sur Dédé, qui à l'époque n'est pas un très bon joueur. Et finalement pour la première fois à 32 ans, alors que c'est mes 15e je crois championnat de France, je gagne. Et donc je me dis ouais, voilà, c'est ça que tu voulais. C'est pour la première fois depuis un moment, je me dis putain, t'as réussi à mettre un truc en place et t'arrives à aller au bout de quelque chose. Et donc je continue aujourd'hui à travailler avec lui, alors un peu moins parce que j'ai pris de la bouteille, parce qu'il y a 4 enfants, j'en ai 3 et tout, mais on continue à bosser ensemble. Et la plus grosse influence a été vraiment mentale, ou il a changé des trucs techniques? Technique, pas du tout, pas du tout. On discutait, mais c'est des petites choses, mais c'est surtout mental, où il me disait Chris, même aujourd'hui, regarde, t'as moins la niaque en ce moment, c'est pas parce que tu vas t'entraîner plus, et ton service, dans les angles il marche plus, faut que tu serves plus milieu, les mecs sont vachement plus centrés. C'est un regard un peu extérieur qu'il peut avoir, alors que moi je suis tout le temps dedans à fond, et voilà. Et puis le fait de pouvoir parler, le fait qui est hyper important. D'accord. Parce qu'il n'était pas au quotidien avec moi, il était à Montpellier, moi j'étais à l'INSEP, mais on s'appelait tous les jours, pareil pour la préparation physique. Après j'ai bossé avec Mika Simon,
Pareil, là on se voyait tous les jours, mais c'était sur le travail physique, mais simplement le fait de pouvoir parler, d'échanger, de dire là je suis bien, là en ce moment c'est un peu plus dur, voilà. Je me souviens avant des championnats de France à Dinan, donc j'avais été champion de France en 2005 la première année, en 2006 à Dinan, en quart je joue Cabès, et je me souviens avoir dit à Steph, c'est la première fois que je disais ça à un coach, ben, j'ai un peu peur. Parce que j'ai peur de lâcher mon titre. En fait, c'était pas peur de perdre contre Cabès, qui était un très bon joueur, contre qui j'aimais pas jouer, mais voilà. Et il me disait, mais Chris, tu joues super bien. Enfin, tu vois, rien que de pouvoir s'ouvrir un peu, et voilà, c'était quelque chose qui était chouette. Et justement, donc, par rapport à ton titre de champion de France en 2005, on peut dire que tu l'as longtemps attendu et que je me souviens que c'était un petit peu toujours la même rengaine à l'époque. Il y avait aussi avec Damien qui l'avait gagné l'année précédente, mais les deux mousquetaires à jamais avoir gagné. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a hanté, qui t'a obsédé un petit peu, cette quête du titre national? Oui et non, pas tant que ça. Alors, il y a eu les premières années où j'étais pas assez bon. Après des années où, voilà, ce qui m'énervait, c'est surtout que j'arrêtais pas de perdre en demi. J'ai perdu 5 fois sur Patrick, 4 fois sur Philou, une fois sur Damien. Je crois qu'en tout j'ai fait 11 demi. Et là, depuis j'ai fait 3 finales, j'ai gagné les 3 finales, mais j'avais jamais fait finale. Et je me disais au moins, mais fais une finale, tu vois, de jouer voilà, sur une table. Après, il peut tout se passer, tu peux perdre, mais au moins jouer cette finale. Et aujourd'hui, à chaque fois que je viens sur un championnat de France, mon objectif c'est de faire finale. Après, je l'accepte de perdre le match, de passer à côté et tout, mais au moins de jouer cette finale, quoi. Et c'est plus ça qui m'a hanté, de perdre tout le temps en demi. D'accord. Et est-ce que tu peux, pour faire un petit peu, faire vivre les choses de l'intérieur un peu aux gens qui vont voir l'interview, est-ce que tu as des souvenirs précis de ce championnat de France-là? Et En 2005 comment tu as vécu ce jour-là et ce titre? J'ai souvenir déjà d'avoir sacrément galéré au premier tour sur Adrien, qui à l'époque jouait super loin de la table et tout, qui était un jeu pour moi. Je suis mené 2-7-0, 2-0, 9-7, 2-2, 9-5, enfin voilà, je galère, finalement je m'en sors. Je me souviens de la demi-finale sur Patrick, j'avais tout le temps perdu sur lui, et là en fait je m'en sors en faisant vraiment un sacré match. Il me serre la main et en fait lui, le fait d'avoir gagné, tu sens quand même au moment où il me serre la main dans ses yeux qu'il n'a pas la même niaque que moi à ce moment-là, puisque j'ai jamais gagné, donc j'ai un peu plus l'écro, et il me dit bonne chance pour la suite. Et en finale sur Damien, on jouait ensemble à Levallois. Tu avais un petit avantage psychologique sur Damien, c'est vrai. En même temps, il avait gagné l'année d'avant, donc je me dis, il a déjà joué cette finale, et en même temps, je me dis, il a gagné, donc il a peut-être aussi un peu moins la niaque que moi. Et en fait, il se passe un truc juste avant, vraiment juste avant le match, 10 minutes avant, même 5 minutes avant. En fait, Damien me dit, Steph, il te coache pas quand même, parce que on est ensemble à Levallois. Et je lui dis, bien sûr qu'il me coach, c'est mon coach perso, voilà. Et il me dit, mais moi Jean-René il me coache pas, Jean-René Mounier qui était le coach de Levallois. Et je lui dis, mais s'il veut, il peut coacher. Moi, je me suis fait virer de Levallois maintenant, donc voilà. Et il me dit, non, il va pas coacher. Je dis, comme tu veux, mais moi ça me dérange pas, mais c'est sûr que Steph il va me coacher. Et donc il se passe ce petit truc en amont qui, à mon avis, le gêne un peu malgré tout. Et on en a reparlé après, finalement, avec Patrick et tout. C'est normal, je paye quand même un peu Steph, il me suit toute l'année, c'est pas pour pas me suivre au championnat de France, et voilà. J'ai souvenir de Didier Moms qui avait été coaché par Jacques alors qu'en 88, en 90 à Poitiers, alors qu'il joue contre Marmurek, et que Marmurek ils étaient dans le même club, mais c'était son frère qui jouait. Moi c'est pareil, c'est mon beau-frère, enfin voilà. Et donc et je me souviens en fait à 9-8 au 6e d'un contre-top du revers que je rentre, et puis derrière du dernier point où il sert long, j'ai pivoté, je suis un peu pris, j'arrive à la remettre, et puis je reviens à la table vide et tout. Puis voilà, la délivrance, voilà, où on se dit putain ça y est quoi, je suis champion de France. Il y avait et concrètement au moment où tu vois le marquer le point, est-ce que c'est une explosion, c'est un soulagement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait déjà? J'ai fait ça, j'ai écarté les bras, j'ai fait ça comme ça, j'ai regardé, Steph qui a levé les bras, il y avait Franck Sabat juste derrière dans mon champ de vision, voilà. Tu te dis putain c'est chouette, on a réussi à le faire ensemble, voilà. Je me souviens, il y avait mon père, ma mère, une de mes sœurs dans les tribunes, parce que c'était à Mondeville. Un regret, c'est qu'il n'y avait pas grand monde comme spectateur, c'était un peu mort entre guillemets de ce côté-là, mais en même temps je me dis, c'est plus une délivrance, me dire putain ça y est, j'en ai un, et ça concrétise, tu te dis, ça fait... Est-ce que tu crois que tes proches ils l'auront peut-être aussi voulu que toi celui-là? Parce que moi j'y étais et je me souviens d'une image où il y avait ta femme qui pleurait, Ouais. et je me suis dit peut-être que ce titre-là il est
entre guillemets aussi importante pour elle que pour lui, quoi. Ouais, peut-être. Après, je me souviens aussi qu'après chaque championnat de France, on faisait une soirée entre nous. Et bah, c'est vrai que quand tu es champion de France, bah, c'est toi un peu la star de la soirée et tout. Et je me souviens, une semaine avant, je jouais de mieux en mieux à l'entraînement. Et Damien, pour rigoler, il me disait t'as réservé où pour la soirée, machin. Et donc, tu vois, pour brancher un peu. Et en même temps, je sentais que vraiment j'avais une chance de gagner. Et en fait, on avait dit, bah, on fait tous une soirée au casino à Cabourg après, voilà, puisqu'on était à Mandeville. Et on fait une soirée là, et machin. Enfin, je me souviens, je finis, donc on gagne, on va boire un coup tous ensemble, machin, dans la salle encore avec les arbitres et tout. Après on rentre à l'hôtel, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des messages de tout le monde, voilà. Et puis tu vas à la soirée, c'était une super soirée au casino, tous ensemble avec, enfin voilà, tous tes adversaires, mais qui sont aussi tous tes potes. Et donc bah ouais, j'ai un super souvenir de cette soirée. D'accord. Ouais, donc pour moi un peu aborder la dernière partie de l'interview, et on va un petit peu parler bah, déjà de ton image. Bah voilà, c'est clairement tu as l'image d'un mec ultra sympa, ultra accessible. Voilà, est-ce que justement, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Est-ce que c'est 100% sincère, Mhm. ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu de calcul, enfin Ah ouais, ouais, pas dans non le mauvais mais, sens du terme, mais non, non, est-ce que mais tu cultives ça? je pense que je l'ai de mon père. Mon père, tout jeune, il m'a toujours dit, je me souviens, dans les premiers tournois joués, quand je partais, il me disait t'as été serrer la main à Jules Germy, t'as été dire bonjour, machin. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes enfants. Mais parce que je pense que c'est important. Euh, c'est sans doute un peu. Alors, calculer, non. Cultiver sans doute, mais en même temps, c'est ma nature d'être comme ça. Je veux dire, je suis gentil avec tout le monde, je suis tout le temps souriant. Après, euh, Est-ce que le regard des autres le est regard des... important Ah pour oui, toi? le regard des autres est hyper important. Moi. Et puis, je pense qu'il est important enfin, pour tout le monde. Moi, les sportifs qui disent, moi, Moi je je lis m'en aucune fiche. interview, j'en ai rien à foutre de ce qu'on dit sur moi. Franchement, j'y crois pas trop. Il y en a peut-être certains hein, qui sont comme ça, mais moi, j'ai du mal à y croire. Et oui, oui, moi, le regard des autres, moi, ce qui me fait mal, c'est quand les autres sont, sont pas contents de moi ou sont pas fiers de moi. Ou voilà. Donc, oui, oui, donc c'est pour ça que c'est sans doute cultivé, mais enfin. J'ai eu souvent cette discussion avec ma femme parce qu'en fait, dans le milieu du ping, je suis toujours hyper gentil et je peux être chiant sur d'autres trucs, alors pas au quotidien. Par exemple, je suis un fan de voiture, je vais, chez un concessionnaire et le concessionnaire il me prend de haut parce que je suis jeune ou que j'arrive en survêt, ça je peux m'énerver et être vraiment pas gentil. Mm. Alors que ça peut pas m'arriver dans une salle de ping quasiment quoi. Donc elle me dit mais tu vois c'est calculé. Je dis non c'est pas calculé, c'est que moi quand je vais au resto par exemple, je paye pour un service. Si le service est pas bon, je peux m'énerver. Chez le concessionnaire c'est pareil. Au ping j'attends pas de service de la part de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc mais c'est vrai que le regard des autres est important pour moi. D'accord. Et sinon, maintenant on va un petit peu aborder bah, pas la fin de ta carrière, parce que tu es peut-être immortel, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu as 40 ans maintenant, et déjà, pourquoi tu joues encore? Pourquoi tu joues encore? Est-ce que le point de vue financier compte encore dans ta décision de continuer ta carrière? Alors l'aspect financier compte dans les moments où ça va pas bien, dans les moments où je joue pas bien, où je me dis bah c'est ton job aussi, donc voilà. Et par contre là en ce moment ça fait un mois et demi que je me sens vraiment bien, que je rejoue bien et j'y pense pas du tout. Je suis en renégociation avec mon club, je sais pas forcément où je vais jouer l'année prochaine, mais là ça m'atteint pas du tout. Pourtant on pourrait se dire putain il y a championnat de France, ça serait bien d'être, enfin de savoir voilà ta situation, mais non je me sens bien. C'est juste enfin j'adore ce sport, et puis parce que je sens que je peux encore progresser. Tu dois jouer encore longtemps? Je rêve de jouer encore longtemps. Après, je me vois jouer encore longtemps. Là, j'ai eu un premier trimestre super difficile et où je me disais putain en fait ça va vraiment plus vite que ce que j'aurais souhaité dans le mauvais sens. Et là, je rejoue hyper bien. Donc c'est sans doute de plus en plus en dents de scie, mais en même temps, je prends toujours, enfin voilà, quand je joue bien, autant de plaisir à jouer, à essayer des trucs, à discuter, à essayer d'aider là ce matin Antoine à l'entraînement ou quoi. Donc non. Et donc, tu te mets pas de limite? Ah non, non, non. D'accord. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir au moins jouer jusqu'en 2016, pas pour les jeux, mais parce que si j'arrête de jouer, c'est pour entraîner. Et au niveau familial, ça sera plus simple quand mon dernier enfant sera en sixième et que elle sera autonome. Et voilà, c'est surtout pour ça. D'accord. Et est-ce que même maintenant, alors que tu dis encore avoir envie de jouer, est-ce que malgré tout tu fais déjà un peu le bilan de ta carrière, hein, et est-ce que tu regardes déjà en arrière? Non, pas du tout. Après, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis déjà dit, ben voilà, je sais que je gagnerai plus de Pro Tour, je sais que sans doute je jouerai plus de JO ou machin. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ben en même temps,
il y a plein, enfin, je suis pas envieux. Je pense que tout le monde est en fait envieux de quelqu'un. Tu vois, Philou, il a une carrière formidable. Valner, il a une meilleure Mais carrière que lui. Et justement, tu es content de ta carrière? ah Est-ce que ouais, tu es fier de toi? je suis fier de moi et surtout je suis fier d'avoir fait cette carrière avec les armes que j'avais au départ. Et puis je suis fier quand je vois déjà tous les autres. Tu vois, là on est au championnat de France. Quand on annonce par exemple mon palmarès, je me dis merde, c'est vrai, je suis 3 fois champion de France en femme, 9 fois en double. Je veux dire, c'est pas rien par rapport à tous les gens qui sont mes copains avec qui je m'entraîne et que je trouve pas forcément moins fort que moi. Et je me dis, il y en a qui n'ont jamais gagné, quoi. Donc, et puis, oui, quand je me dis, putain, ouais, tu viens, t'es une famille, il n'y a pas de sportif, t'as joué, t'as commencé, t'étais pas doué, et finalement, t'as été 14 mondial, t'as fait 3 fois les jeux. Enfin, ouais, c'est. Et d'un autre côté, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses tu te dis j'ai déconné ou j'aurais pu faire mieux? Il On aurait peut, peut-être changé quelque chose. alors, on peut toujours Bah, faire mieux. Ouais, ouais. à part, bon, il y a bien sûr l'épisode allemand, Ouais, tu l'as ouais, déjà ouais. Non, évoqué. non, mais on peut toujours faire mieux, même si j'ai cette image de mec qui a toujours fait plus, machin, on peut toujours faire mieux. Il y a des périodes où j'aurais pu faire plus et j'avais la flemme, où j'étais fatigué, où je me Mais suis tu dit, penses que ça a mais pu ça avoir aurait une pas changé. Je pense incidence? que le plus gros regret que j'ai, alors c'est pas de ne pas avoir de médaille olympique, parce que les 3 fois où j'ai fait les jeux, même si une fois on a fait quart avec Damien en perdant sur la champion olympique, on peut se dire si on avait joué une autre paire, mais à l'époque les Chinois étaient tellement dominateurs que non, c'est plus ma blessure à l'épaule où je me dis si ça s'était pas arrivé, peut-être que j'aurais fait pas une toute autre carrière, mais j'aurais peut-être pu aller chercher un peu plus loin. Et quand tu es 14 mondial, il reste pas non plus beaucoup de. C'est les plus durs, mais il reste. C'est le plus dur. Oui, c'est les plus durs, mais d'être 14, 12 ou 10, c'est déjà pas pareil, quoi. Mhm. Donc le regret, et c'est pour ça que faire le deuil de ça, ça a été vraiment dur. Mais non, j'ai pas de me dire putain, une médaille olympique, ça aurait changé ma vie. Ou non, non. Aujourd'hui, en plus, bah voilà, j'ai 3 enfants. Enfin, je veux dire, je suis comblé par plein d'autres choses. Donc, D'accord. Et donc pour terminer l'interview, déjà, comment tu te vois dans 10 ans? Tu te vois où? dans une salle de ping. Alors peut-être Ouais, même ouais. on va dire après ta carrière de joueur, Ouais, parce ouais. que tu joueras encore dans 10 Ouais, ans. non, mais Est-ce je que la pense. carrière d'entraîneur déjà t'intéresse? Ah oui, oui, j'ai envie d'entraîner, j'ai envie de passer du temps dans la salle, j'ai envie d'aider les jeunes, voilà, enfin, à l'entraînement et au coaching, mais surtout à l'entraînement au quotidien, ouais, ouais, je rêve de ça, ouais. Et surtout en bonne forme physique. Et oui, bah à propos de ça, j'ai pu voir que tu t'étais mis pas mal investi dans la course à pied. Ouais, Alors tu vas a priori participer au marathon de New York ouais. 2000. Non, je fais Paris là, le 6 avril et je fais, en fait, le cadeau pour mes 40 ans, c'était le marathon de New York. Donc je fais le marathon de New York. Pourquoi Bah, course parce à que pied? j'ai des facilités, j'aime bien ça, donc pour l'instant j'ai fait des 10 bornes, des 20 bornes, sans entraînement je fais partie des bons, et donc ouais enfin, je trouve l'ambiance super, bah, enfin, pour la santé c'est super, voilà, donc Tu sens que ça a une incidence sur ton jeu? Parce que non. moi personnellement j'étais quand même très étonné de voir que tu faisais genre une compète le week-end, après tu t'enchaînais sur une match de championnat, Mhm. et puis le vendredi, ah bah je vais faire un petit semi-marathon. Ouais. Et je Là, t'avoue c'est que parce que c'est tombé comme ça, mais non, non, ça m'aide pas pour le ping. Et d'ailleurs, enfin, ça m'est arrivé une fois de faire un 10 bornes le dimanche, de jouer le mardi, j'en ai chié quand même. bah oui voilà. 20 bornes, c'était le lendemain d'une compète, c'était un tour indiv, ça a été pour la course, mais dans l'autre sens, ça aurait pas été possible. Et là, le marathon, de ce que j'étais inscrit l'année dernière, je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit, franchement, j'avais un match le mardi d'après, on m'a dit c'est impossible. Et donc, bah, là, je vais voir le 6 avril ce que ça donne. D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci Christophe pour ta disponibilité. Puis Merci. j'espère qu'on te verra encore longtemps dans une salle de ping. Merci.